C'est juste à côté. Ouais. Bonsoir et bienvenue Très bien, dans la 93e, le talk show franco-suisse du football européen. On se retrouve ce lundi 28 février, dernier jour de février. Désolé, on parlait en off de l'actualité qui fait parler, hein. N'est-ce pas Mehdi, n'est-ce pas Kevin, n'est-ce pas Ludo? Messieurs, comment allez-vous justement? Mehdi, comment vas-tu? Ciao les gars, si, ça va très très bien. J'ai passé un super week-end de foot, donc j'ai hâte d'en discuter. Franchement, j'ai vu des matchs dignes de finale de Ligue des Champions ce week-end, donc j'ai vraiment hâte d'en discuter avec vous. Je pense vraiment que tu as vu le match entre l'Estac de Troyes et l'Olympique de Marseille. On y reviendra bien entendu juste après. Absolument, avec un geste d'ostéopathie d'Adil Rami en plein milieu du match, il a remis la cheville de Guendouzi, je sais pas si t'as vu. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça a très bien marché. Mehdi, très content. Il a couru derrière Guendouzi. Que tu sois là. Ludo, comment vas-tu ce soir? Hello à tous, bah, ça va plutôt pas mal. C'était un week-end peu prolifique en Allemagne, mais stratégiquement très très bon. Parfait, au top. Et enfin, Kevin, notre dernière recrue, Kevin en direct de Croatie. Comment vas-tu? Non, voilà, ça va très 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 bien. Et toi, très bon week-end de mon côté. Hein. J'ai pris une année, j'ai 23 ans aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. Alors, j'ai regardé effectivement comment tu l'as posté. J'allais dire 23 ans, effectivement, tu les fais pas. Bah, non, 32, mais ça va, ça va. Au Avec top. l'âge, on se bonifie. Hein. Je suis encore dans la fleur de l'âge. Mais oui, bien C'est sûr. moins sûr. Messieurs, merci à tous les trois d'être là, ça nous fait très plaisir. Merci à tous dans les commentaires aussi de nous suivre, que ce soit sur Twitch en direct, sur YouTube en différé ou sur toutes les plateformes de streaming audio. Ça nous fait énormément plaisir. Merci à tous du soutien. On va pas parler politique, messieurs, on en a parlé assez ensemble ces dernières minutes et ces derniers jours. Parlons football, football comme dirait Mehdi, qui réunit les nations, n'est-ce pas Mehdi? Absolument, c'est la valeur numéro 1 du football, hein, c'est de réunir les gens. Exactement. Enfin, a priori, il n'y a pas tout le monde qui a compris, Et c'est pour ça que l'info est Peut te tombée. faire de l'argent aussi, quand même. La Russie Ah oui, est exclue de la prochaine Coupe du Monde Absolument. au Qatar. Et comme tu le disais très bien, Mehdi, le Qatar n'est pas exclu. effectivement, ce serait quand même marrant. C'est vrai. Merci à Guy Toulalous qui nous a suivis pendant qu'on était pas en live, du coup. Merci à tous pour vos follow. Il y a Joël qui est dans les commentaires qui nous dit le football vrai. Exactement. D'ailleurs, très gros match ce soir. Il nous a fait la promo, Joël, dans une conversation entre Annecy et Orléans, si je ne dis pas de bêtises, pour le national. Messieurs, sans plus tarder, commençons directement l'émission. Et j'ai envie de commencer avec la Bundesliga pour changer un peu. Week-end pas très prolifique, tu le disais, mais Week-end. ça fait du bien quand même de voir du bon football. Alors, oui, absolument. Et alors, je vais parler du Bayern pour dire que c'était un match important pour Nagelsmann parce que le Bayern, ça faisait depuis décembre 2018 qu'il n'avait pas réussi à gagner à l'extérieur contre l'Eintracht Francfort. Du coup, c'était un match. Il s'attendait à un match compliqué. Ça a été un match compliqué parce que quelques occasions. Il a fallu un Joshua Kimmich qui a sorti homme du match. J'ai eu le droit à une reconnaissance de la part de Mehdi. Je t'en remercie, Mehdi, d'avoir écrit un message pour pour féliciter mon cousin, parce qu'il faut savoir que je suis de sa famille, mais ça, enfin, bref. Et du coup, Joshua Kimmich qui a trouvé encore une fois une ouverture fantastique pour Sané, qui marque le 75e but du Bayern de cette saison. Un Bayern qui bat un record parce que c'est la première équipe de Bundesliga qui, après la 24e journée, arrive à marquer autant de buts. Ça a permis au Bayern d'empocher les 3 points qui étaient fort importants vu à l'arrivée du match entre Augsbourg et Dortmund. Alors, avant de parler de Augsbourg et Dortmund, il faut quand même que je lâche une dédicace à Kevin parce que encore une fois, son MVP familial ne cesse de faire grimper les stats. Il a encore marqué et je crois même, parce que j'ai regardé le résumé du match, mais je crois qu'il est rentré. Il n'a même pas commencé le match. J'ai pas regardé le match, mais ouais, non, dingue.
Ouais, il me semble qu'il est rentré en cours de match. Du coup, il a permis à Exactement. Leipzig, voilà, il a permis à Leipzig de gagner 1-0 en déplacement à Bochum. Leipzig qui revient bien, forcément. Je vais toujours pas parler de Dortmund, mais on a Leverkusen qui a fait un gros carton, qui recevait l'Arminia Bielefeld. Alors, gros carton, on peut dire c'est l'Arminia Bielefeld, c'est facile, mais Leverkusen qui est en train de se battre pour garder sa place en Ligue des Champions, sachant qu'il y a un Leipzig très 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 performant qui est en train de caracoler derrière lui, avec un coucou de feu. Hein. On va pas le rappeler, mais je pense qu'il a marqué son 11e but là, 11-12e but. 14e en Bundesliga. Voilà, autant pour moi, Des stats 14e. incroyables pour Ouais. Christopher Nkunku. Ah oui, cette saison, est-ce que c'est pas la dernière en Bundesliga, ça à voir. Et sinon, Dortmund on va pas dire qu'ils chutent, mais qui se font surprendre, qui font que un partout, qui laissent le Bayern maintenant à 8 points et qui voient du coup Leverkusen se rapprocher d'eux à 6 points. C'est compliqué pour Dortmund avec un Haaland qui est encore blessé et au milieu de toutes les spéculations alors j'ai vu une info comme quoi il restait que 3 clubs dans la liste pour pouvoir le recruter entre le Real, le Barça et United, il me semble. City? City. United? Je sais pas, moi j'ai entendu City, mais Je sais pas, là, ça va ce ne être sont une que vraie des partie rumeurs. d'échecs parce qu'en plus, il y a le Bayern qui a toujours pas pris contact avec Pini Zahavi, qui est l'agent de Robert Lewandowski. Lewandowski qui est en train de plus en plus dans les conférences de presse, quand on lui pose des questions sur son avenir, il ferme absolument aucune porte. La dernière fois, on lui a posé la question pour Paris, si Kylian Mbappé quittait le Paris Saint-Germain, est-ce qu'il serait ouvert à la possibilité de venir à Paris? Il n'a toujours pas démenti. Zahavi, qui est également l'agent de David Alaba, qui est frustré, enfin, qui n'a pas des bonnes ententes avec Hassan Salihamidzic, qui est notre directeur sportif, et c'est aussi pour ça que David Alaba il a dû partir. Du coup, toujours pas de proposition pour Lewandowski. Est-ce qu'il y en a qui disent que c'est parce qu'il y a un coup fourré avec Erling Haaland, mais c'est impossible parce qu'on n'a absolument pas les reins pour pouvoir le payer. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, si c'est juste une question de temps, le peaufinage du contrat, est-ce que vraiment il cherche une alternative ou est-ce que vraiment on va se séparer de Lewandowski, je ne sais pas. En tout cas, ça me fait un peu peur qu'il n'y ait même pas une proposition. Est-ce que Il est en fin de contrat, c'est en juin. Ouais. est-ce qu'on peut pas s'attendre à re-signer Lewandowski et à un échange Lewandowski-Haaland? Mais c'est quand même Bon, le je problème, pense, c'est bah, là, c'est le non. salaire. Bah, Parce Et que puis la ce clause, serait c'est comme ça qu'on une, peut les poser. Hein. ce serait une C'est le salaire qui est régression impossible. sportive. Ce serait une régression sportive pour Lewandowski de retourner à Dortmund. Enfin, il n'y a aucun intérêt pour lui. Le truc, c'est que je pense que Lewandowski, le Bayern, ça ne le dérange pas de rester au Bayern, à mon avis. Le seul truc, c'est que c'est un des seuls. Enfin, là, ça fait longtemps qu'il ne va pas y avoir un jeu de chaise musicale à ce point-là dans les attaquants dans les très grands clubs, Mhm. en fait. Faut pas se Ça rater. fait très- ça fait très longtemps que c'est pas arrivé d'avoir autant de joueurs qui sont soit en fin de contrat, soit de toute façon qui vont être transférés comme Erling Haaland ou des trucs comme ça. Et ça va créer des appels d'air dans tous les clubs en fait. Et ce qui fait que Lewandowski fait partie des très grands attaquants mondiaux. Et il se dit, bah écoute, finalement, est-ce que le Bayern donne des garanties quant à des victoires et surtout au Ballon d'Or? Est-ce qu'il ne faut pas que je parte dans un club comme le Real pour gagner un Ballon d'Or, pour peut-être continuer à Tu gagner parles des de Ligues des Champions? régression. Non, mais attention, je suis pas en train de te dire qu'il faut qu'il aille au Real, parce que je pense sincèrement que le Real est en dessous du Bayern. Je te dis juste que, est-ce que le Real, ça fait quand même 2 ans qu'ils n'ont pas investi. S'ils mettent pas 250 millions d'euros dans Kylian Mbappé, bah, en fait, à vrai dire, ces 250 millions d'euros, ils vont les avoir pour tous les autres postes. Donc, s'ils embauchent Lewandowski avec un très gros salaire, enfin un gros salaire, quoi, on va dire, ce qu'il gagne à peu près en ce moment au Bayern, donc 17 millions, je crois, c'est ça, un truc comme ça. Oui. Ça leur laisse une marge financière qui est énorme pour pouvoir reconstruire leur équipe, en fait. Et en fait, Lewandowski va permettre au Real, par exemple, de construire une équipe. Chose que, par exemple, Mbappé ou Haaland ne leur permettra pas parce qu'en fait, le salaire d'Mbappé ou d'Haaland est tellement élevé que ça va complètement gréver leur capacité d'investissement. Donc, ça peut être un move qui est intéressant. Et
et pour le Real et pour Lewandowski avec une équipe qui, voilà, quand tu as Benzema, Lewandowski devant et Vinicius, je pense que ça peut être sympa. Dans les commentaires, il y a Guito Lalouz qui nous dit après Lewandowski n'est pas non plus le futur du foot mondial. Effectivement, 33 ans, il va sur sa 34e année. Donc, est-ce que c'est opportun de reconstruire une nouvelle équipe autour de lui, entre guillemets? Non, je pense pas. Je pense que. Mais c'est comme il dit, économiquement et pour créer une équipe, c'est bien Lewandowski, pas pour construire autour de lui, mais pour avoir la marche financière, salariale du moins, pour construire pour construire une équipe. Après, il y a le pari Haaland ou Mbappé, mais là, du coup, tu te prives d'autres cadors. Sachant qu'il y a un chantier au Real. Oui, il y en a beaucoup des postes où il manque des joueurs. Hein. Ouais. C'est-à-dire que là, il joue, tu sais, sur YouTube, tu as les vitesses. Tu as les vitesses, tu peux mettre en x2, en 1,5, en 1. Ils sont en 0,5 quasi tout le temps. C'est assez ouf. Il y en a certains, tu te dis, oh ouais, ok les gars. Ludo, est-ce que on parle de Augsburg, Borussia Dortmund? Alors, on peut en parler, mais je t'avoue que c'est un match où je me suis énormément. Je peux le dire? Non, je peux pas le dire comme ça. Ennuyé. Déjà parce que c'est Augsburg et puis Augsburg ils attendaient rien et Dortmund, alors du côté de Dortmund, ça a pressé énormément, ils ont énormément gardé le ballon, ils ont relativement pas mal tiré au but même si ça manque encore de cadrage et tu vois du coup l'absence dans les solutions offensives de Haaland. Augsburg, ils ont tiré leur épingle du jeu, ils ont fini, je pense qu'ils avaient, sans décoller, je pense qu'ils devaient avoir 30% du ballon. 75e, ils ont réussi à marquer leur but. Ah, mais ça se voyait qu'ils avaient envie, pour le coup. Ah oui, là ça se voyait, ouais. Et un Torgan Hazard qui fait pas un mauvais match. Et voilà, au final, c'est 1-1. C'est tant mieux pour les affaires du Bayern, c'est tant mieux pour les Leverkusen qui n'arrêtent pas d'enchaîner les victoires. Et c'est dommage pour Dortmund. Après, je pense quand même que là, on est quand même dans le dernier tiers du championnat, un petit peu entamé même. Hein. D'ailleurs, il reste combien? Il reste 10 journées en Allemagne 10 journées en Bundes. Ouais, c'est ça, 10 journées. Donc, très clairement, je pense que les 6 points d'avance, ils vont suffire sur les Leverkusen. 8. Ouais, sur Leverkusen. Bon, pour le Bayern, j'en parle même pas. Hein. Mais pour Leverkusen, je pense que ça va suffire. Dortmund va terminer deuxième, comme d'habitude, à beaucoup de points du Bayern. Après, 8 points, écoute... il reste 12 journées, rectification, il reste 12 journées en... Ah oui, 12 journées en Bundesliga, on joue 36 journées, parce qu'ils sont 18. Donc ça fait vraiment un tiers du championnat. Vraiment un tiers du championnat. Et le truc, c'est que 8 points finalement du Bayern, écoute, tu sais, c'est souvent ce qu'on dit, enfin ce que je dis aussi, mais c'est souvent ce que j'entends concernant le championnat de France. Quand on voyait des fois Paris qui était à 24 points de Lyon, tu vois, ou un truc comme ça, tu te dis, ok, mais Paris, tu le rencontres, ok, ils sont injouables, mais tu les rencontres 2 fois dans la saison, tu les rencontres pas 8 fois dans la saison. Donc tu peux avoir 6 points, 8 points de retard, ok, mais pas 24. Enfin, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Les autres équipes, c'est 3, c'est Lens, tu vois? C'est pas Riron, c'est pas Valladolid. Non, mais c'est vrai. Et c'est ça. Donc finalement, Dortmund avec 8 points de retard sur le Bayern, c'est pas choquant, sachant que il y a un classiqueur à venir ou pas? Ou ils sont déjà passés tous les deux? Il y a le retour qui doit venir, en espérant qu'Haaland puisse jouer. Il y aura un match contre les Leverkusen encore qui va être très compliqué. Je tiens encore une fois à reconnaître Diaby qui fait une saison exceptionnelle. Il doit être à celui alors peut-être qu'il y a 12 buts juste derrière Nkunku. Patrick Schick également qui en est à 20 buts, je pense. Il y a plein de joueurs qui marquent énormément de buts et c'est pas qu'une bataille Haaland-Lewandowski. Alors d'ailleurs, on peut voir qu'Haaland il est plus derrière, il est plus deuxième buteur du championnat. Après il y a les blessures. Hein. Ouais. Haaland là cette année quand même, c'est inquiétant aussi. Hein. Ouais, il a beaucoup de blessures. Il a une carcasse qui est assez impressionnante et en fait, il n'a pas été là beaucoup. Hein. C'est bizarre. Petit passage au Bayern pour le muscler. Ouais, absolument. Manger du placenta, c'est arrivé. Il y a Florian Wirtz aussi qui fait une saison complètement dingue. Ah oui, alors Wirtz, c'est moins, ça marque moins, mais non, mais dans le jeu, ah ouais, c'est exceptionnel.
Lui, c'est pas un buteur, hein, mais c'est Ah, non. extraordinaire. Mais c'est exceptionnel. Et sinon, je finis avec une bonne note pour dire que Manuel Neuer a remis les gants et a repris entraînement en espérant qu'il soit là pour le match retour de Salzbourg. Dernière C'est question. ce qui se dit, ouais. Dernière question avant qu'on clôture la Bundesliga, c'est tombé dans le chat, toujours Guy Toulalous qui nous dit est-ce que on peut mettre une petite pièce pour la Ligue des Champions sur Hoffenheim, selon toi? J'ai pas compris. Est-ce qu'on pour peut- qu'il se qualifie Pour la qualification, ouais. Dans le top 4. Bah, Il joue bien, en fait, c'est ça vrai, va être Hoffenheim. compliqué. Ça va être compliqué. Ligue des Champions, alors peut-être pour les barrages, mais ça va être très compliqué parce que je vois pas Leipzig ou Leverkusen dégringoler. Ok. Ouais, Aujourd'hui, après, ils sont. Aujourd'hui, alors ça va être un combat avec Leipzig, mais aujourd'hui ils sont 40 points égalité avec Freiburg et Leipzig. Exact. Je les vois pas. Bon après c'est 4 points sur Leverkusen. Ça se tente. Mais dans ce cas, est-ce qu'on mettrait pas une pièce sur Freiburg également? Est-ce qu'on mettrait pas une pièce sur Leipzig? Ouais, je trouve quand même qu'il y a plus de certitude dans le jeu à Hoffenheim. Hoffenheim, vraiment, tu sens une maîtrise des matchs contre les petites équipes, plus que Freiburg, où je trouve que c'est un peu à l'arrache. Souvent, c'est un peu du roi football. Enfin, tu sais qu'ils sont en sur-régime, Freiburg. En fait. Ils viennent de mettre 3-0 au Hertha. Bon, après, c'est Oui. le Hertha. Hein. Ah ouais, le Hertha, ils sont à un point de la Hertha, cette relégation. année, Donc, bon, c'est compliqué. Mais le truc, c'est que Freiburg, j'ai l'impression, après, c'est peut-être une impression, mais je les trouve en sur-régime, tu vois, en gros. C'est-à-dire, tu vois, ce genre d'équipe dans les championnats, il y en a beaucoup qui, je sais pas, on a Strasbourg, par exemple, en France, à l'heure actuelle, qui fait un très très bon championnat de Ligue 1, mais qui est en sur-régime très clairement. Tu sais que ils sont au-dessus de leur niveau moyen. Et en revanche, Leipzig, dans un passé récent, a quand même une maîtrise de ces moments-là qui est plus fréquente, parce que Hoffenheim, depuis Ralf Rangnick, je pense pas qu'ils aient participé à la Ligue des Champions. Non. Donc ils avaient c'était avec. C'était avec quel coach la dernière fois? Pour Hoffenheim, Pour Hoffenheim, c'était il y a 3-4 ans, je crois, un truc comme ça. Non. Je pense. Hein. Non. Avec, comment s'appelle l'attaquant qui est passé, qui était formé à Lyon, qui est passé par l'Italie aussi. J'ai oublié son nom. Il vient de Trappes. En fait, j'ai sa tête, mais j'ai plus son nom qui revient. Je sais plus s'il a joué au Milan, il a joué à Bologne. Non, pas Modeste. Exactement, Belfodil. Isaac Belfodil, je vous en prie. Ils sont allés en Ligue des Champions il y a 3-4 ans, Hoffenheim. J'ai raté un truc. Ah, mais non, mais je te crois. Hein, ouais, ça me parle. Et d'ailleurs, ça me parle d'un match contre Lyon aussi. Et c'était avec Nagelsmann, il me semble. C'était Nagelsmann avant qu'il aille à Leipzig. Non, parce que Nagelsmann, sa première Ligue des Champions, c'était Leipzig. C'était pas avec Hoffenheim? Je ne vois pas faire la Ligue des Champions avec Hoffenheim. Mais c'est possible, peut-être que je me trompe. Mais ouais, c'est clair que cette bataille entre la 3e et la 6e place, qui sont en 4 points, va être intéressante pour la. Mais je vois quand même pas les Leverkusen lâcher le morceau. Okay. Oui, ils sont au-dessus. Vraiment. Ok, ça marche. Merci pour vos réponses, messieurs. On est bon pour la Bundesliga, Ludo? Absolument. Allez, au top, messieurs. Continuons, enchaînons. Ce que vous voulez. Oui, juste pour dire, si jamais vous voulez regarder un beau match, du coup, la semaine prochaine, c'est Bayern Leverkusen. Ah bah très bien. Quelle date, quelle heure pour ce beau match? C'est le... Attends, mon anniversaire, c'est mardi. C'est le 5 en après-midi, 16h, 16h30. Juste pour caser que c'était son anniversaire. Oui, exactement. 16h30. L'après-midi, c'est 15h30. Vous pourrez souhaiter sur tous les réseaux sociaux un bon anniversaire à la journée de la femme, et la journée de la femme est plus importante que mon anniversaire. C'est vrai. Voilà. Exactement. On pensera. Belle parole. Et 2018-2019 pour Offenheim, du coup. Voilà. Ils finissent 3e en 2018. Oui, et du coup, Nagelsmann part à Leipzig. Moi, j'avais le souvenir d'avoir Nagelsmann sur le banc. Ah ouais? Je sais pas pourquoi. C'est possible. Écoute. Ouais. Bravo, Kevin. Hein. Moi, je suis devenu amnésique du football. Parce qu'ils avaient joué un club français, donc en fait j'avais Mais moi, ça me parle qui voit un club français, effectivement. Et d'ailleurs, je sais pas pourquoi je vois Lyon. Ah, mais c'était Lyon, je crois. Oui, je crois que c'est Lyon. Ils jouent contre C'était Lyon, exactement. Exact, c'était Lyon. Ils étaient dans le même groupe que Lyon. Vous m'écoutez pas. Oui, ça y est, je me souviens. Parfait. Messieurs, allez, avançons. Parlons ballon, parlons étoile, parlons Ligue des talents, parlons Ligue 1, bien entendu. Ostéopathie. Exactement. Beaucoup de contre-performances ce week-end, hormis bien entendu pour le futur champion, le Paris Saint-Germain, qui s'est défait assez facilement, Kevin, de la SSE.
C'était un bon match. C'était un beau match. Un match ouvert, encore une fois. Et c'est vrai que c'est rare en Ligue 1, notamment pour le Paris Saint-Germain. Du coup, 2 week-ends de suite avec une opposition, certes une défense à 5 côté stéphanois, mais on a eu 4 buts. Ouais. Sainté qui ouvre le score sur une erreur de Danilo Pereira. Et ensuite, on a le quarterback en chef de la Ligue 1, le meilleur passeur du championnat, le sextuple ballon d'or, Léo Messi, qui délivre un doublé de passes décisives. Ah, t'as vu comment j'ai annoncé Mehdi? Il délivre du coup 2 passes décisives pour Mbappé. Et en fait, en 10 minutes, le PSG a clairement plié le match. Ils étaient menés, ils marquent juste avant la mi-temps, puis au retour des vestiaires. Et dans l'ensemble, le PSG a été solide. Effectivement, j'ai senti un peu fébrile au milieu de terrain parce que ça manquait de créativité. On ne voyait pas Verratti, puisqu'il était absent forcément. Et on s'est retrouvé juste avec Danilo, si je ne me trompe pas, Gana Gueye et Wijnaldum. Je suis vraiment sceptique sur le rôle de Wijnaldum parce que sur le terrain, j'avais l'impression qu'il se cachait un peu. J'aurais peut-être préféré le voir au stade pour voir un peu ses déplacements, ses compensations. Danilo Pereira, finalement, c'est le gros couteau suisse côté parisien, puisqu'on a eu un changement de système à la mi-temps avec la sortie de Kerrer, qui était très mauvais, remplacé par Di Maria. C'est bizarre. Ça surprend. Mais en fait, Thilo Kerrer, c'est quelqu'un qui a un mental, je pense. Son premier contrôle dicte le reste de sa partie. S'il loupe son premier contrôle, c'est terminé. Et il a loupé son premier contrôle, donc on l'a senti fébrile pendant une demi-heure. Toutes les attaques venaient du côté de Thilo Kerrer. Et donc Pochettino, pour une fois, a eu du courage et s'est dit je sors mon latéral, je fais rentrer un attaquant. Donc il a fait rentrer Di Maria dans un rôle de piston avec Danilo Pereira qui coulissait un peu. Et dans l'ensemble, en fait, effectivement, ça bricole côté Paris Saint-Germain, mais il y a du mieux dans le jeu. On s'ennuie un peu moins que sur la première partie de saison, mais on sent clairement que le milieu de terrain, honnêtement, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. On parle de Paris beaucoup semaine après semaine. Est-ce qu'on peut parler et s'arrêter légèrement aussi sur Saint-Etienne? Parce que dans les commentaires, on nous dit Saint-Etienne qui mérite beaucoup mieux. Paris se fait marcher dessus en première mi-temps. Je rappelle juste que Saint-Etienne est 19e au classement, égalité avec les Girondins, avec 4 Mais c'est équipes. 3. Ouais, exactement, pour la dernière place quand même. Ouais. À mon sens. Ouais, vas-y, Mehdi. Vas-y, Mehdi. Non, mais c'est vrai, je crois que Paris a eu deux mi-temps qui étaient quand même assez différentes. Et effectivement, l'égalisation juste avant la fin de la mi-temps a un peu dicté la deuxième mi-temps. Je pense que ça a aussi mis un petit coup sur le moral des Stéphanois. Mais c'est vrai qu'en première mi-temps, ils ont eu du courage. Enfin, c'était quand même courageux, leur façon d'aborder le match, les impacts qu'ils mettaient, qui étaient des impacts à bon escient. C'était pas méchant, ils ouvrent le score. Alors oui, c'est un peu un concours de circonstances, mais en même temps, je veux dire, tu vois, quand il y a une porte qui s'ouvre, il faut être devant. Hein. Si t'es pas devant, tu marques pas le but. Donc voilà. Donc non, franchement, c'était plutôt bien. Après que Paris gagne le match, très honnêtement, bon. C'est pas non plus un vol. Je peux comprendre qu'il y ait Guitou qui dise que Saint-Etienne aurait mérité mieux. Oui, alors peut-être de marquer un but de plus, je pense que, mais pas de gagner. Saint-Etienne mérite mieux en général depuis le début de la saison, en tout cas. C'est vrai, je suis d'accord. Parce qu'ils n'ont clairement pas une équipe. Je trouve que c'est pas une équipe qui joue pas bien, bizarrement. Ouais, elle mérite pas la relégation. Ouais. J'espère qu'elle va s'en sortir, honnêtement. Ouais, ça va être chaud. À mon sens, ils vont se maintenir. Après, comme pour Nantes, ce genre de match contre le PSG, c'est des matchs bonus. Ce sont des matchs où on peut engranger de la confiance, où on peut se dire, voilà, est-ce qu'on peut tenir tête à une équipe qui fait partie du top 8 européen? Là, je pense qu'effectivement, la SSE dans le jeu a été intéressant. Ils ont joué les coups à fond. Après, voilà, Paris était largement supérieur à cette équipe-là. Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils n'aient pas fermé le jeu. Après, clairement, pour se maintenir, il va falloir aller chercher les points et contre des adversaires directs aussi. Mais je pense que les coachs, enfin, si j'étais coach, le débrief le lendemain du match, en gros, je fais que Allez, un débrief alors vas-y, mets-toi dans la peau. Sur les trucs. Mehdi Duprat, Non, mais... on t'écoute. Alors, non, pas du tout. Mehdi Duprat, Mehdi tout court. Moi, perso, si je débriefe un match contre le Paris Saint-Germain, alors je suis 19e de Ligue 1, je ne débriefe que sur les choses qui ont bien marché. Je parle même pas des choses qui marchent pas, en fait. Tu vois, tu leur dis, regardez ce qu'on est capable de faire à une équipe comme le Paris Saint-Germain, en fait. Regardez ce que vous avez fait là, regardez ce que vous avez fait ici. Vous avez fait des actions qui sont incroyables.
Vous avez tenu défensivement pendant 45 minutes, etc. Donc, si on arrive à faire ça face au Paris Saint-Germain, bah, très clairement, on va pouvoir le faire contre Bordeaux, on va pouvoir le faire contre, tu vois. Et c'est ça le truc, je pense. Hein, je pense que ça sert strictement à rien de débriefer le ah bah t'as pas fait là tu t'es fait dribbler par Neymar. Bah oui tout le monde se fait dribbler par Neymar. Donc ouais. C'est vrai. C'est pas une nouvelle. On parle du Paris Saint-Germain. Juste dernière question et après on avance sur la Ligue 1. On nous posait dans les commentaires la question le PSG sous pression en Ligue des Champions à cause de la finale qui est délocalisée au Stade de France. Est-ce que vous pensez que ça va être une pression supplémentaire justement? Elle devait avoir lieu à Saint-Pétersbourg, pardon. Elle est maintenant au Stade de France à Paris. Kevin. Ouais. Ce qui est bien, c'est que pour les affiches, on va juste changer Pétersbourg et remplacer par Denis. C'est vrai, exactement. Mais pour les Parisiens, je pense qu'effectivement, ça va faire pas mal enfin, ça va les motiver surtout parce que je pense surtout à l'histoire de Kylian Mbappé, né dans le 93 et du coup jouer potentiellement une finale de Ligue des Champions à quelques kilomètres de là où il est né, là où il a grandi, ce serait une super belle histoire, et même pour le Paris Saint-Germain. Enfin, on n'a pas eu de finale de Ligue des Champions au Stade de France, enfin en France tout court, depuis 2006. Et je me souviens déjà à l'époque, ça avait pas mal motivé les Lyonnais qui à l'époque pouvaient prétendre un dernier carré en Ligue des Champions. Là, je pense que côté parisien, ça va les galvaniser. Et plus on se rapprochera de l'échéance, et plus justement la pression va monter. Mais dans la rapproche, en tout cas, des matchs, ça va rien changer. À mon sens, ça va rien changer. L'objectif reste le même, que ce soit à Saint-Pétersbourg ou à Saint-Denis. Ils veulent la gagner, ils veulent aller au bout. Effectivement, si ça se passe à Paris, ce sera une belle fête. Et je prendrai ma semaine. Mehdi, Ludo, vous êtes d'accord avec ça? Moi, je pense que ça met une pression en plus qui n'était pas nécessaire. Ok. Ouais. Après, c'est une compensation a priori, hein, c'est une compensation politique pour la prise de position ferme de Emmanuel Macron contre la Super League. C'est en tous les cas ce qui se dit. C'est pour ça que Paris a eu la finale de Ligue des Champions. Pour la petite histoire, j'étais dans le stade en 2006 pour ce match Barça contre Arsenal pour la deuxième Ligue des Champions de l'histoire du Barça. Juste pour vous rappeler que c'est un club récent. Et donc, c'est vrai, non mais c'est vrai. La première était en 1992. Et effectivement, je suis pas sûr que... en fait, si tu veux, je pense que ça posera pas de problème avant, mais le jour de la finale, tu as raison, Kevin, là, en revanche, je suis pas sûr que ça ait un effet très positif. Mais bon, après on verra. Après, moi, je vis le traumatisme de 2011. Hein. Dans la finale, moi, je vis dans le traumatisme de 2011. Ah, de 2012 alors. Ouais. Absolument. Oui, 2012. 2012. Ouais. Il était moche celui-là. Mais non, mais après, l'avantage de Paris, c'est que c'est pas leur stade. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. C'est que pour le coup, en fait, effectivement, c'est pas leur stade. Donc, ils ont pas. Enfin, effectivement, c'est un stade qui leur est familier parce que tous les ans, Paris joue au moins un match au Stade de France. On espère perdurer la tradition, mais on l'a vu pour l'Atlético, on l'a vu pour le Real aussi il y a une dizaine d'années. Ils avaient la finale à Bernabéu, ils la font pas la finale. Il y a finalement dans l'histoire récente que le Bayern qui a pu avoir une finale dans son stade. Enfin, si mes souvenirs sont bons. Donc, donc effectivement, ça va les booster. Ça va les booster. Après, voilà, ça restera un terrain neutre, mais c'est plus l'engouement autour du match, je pense, et surtout pour les supporters parisiens. Parce qu'on a vu sur Twitter, les gens étaient très excités, malgré le contexte géopolitique. J'en parlerai pas plus de la géopolitique. Mais pour le coup, c'est vrai que ça un peu... voilà, non, mais c'est comment dire, c'est une super nouvelle. Pour moi, le supporter parisien que je suis, le parisien tout court, on pourrait avoir une quinzaine extraordinaire, parce que ça tombe en plein milieu de Roland-Garros. Donc, les gens pourraient se faire un combo Roland-Garros. Je vais loin, je sais. Je suis fan de tennis et de football. Non, mais c'est bien. En revanche, une chose est sûre, c'est que tu n'auras pas de Français en finale, là, Roland. Ça, c'est sûr.
On sait pas. On sait C'est pas. pour ça qu'on tombe la première semaine. Mais il y aura peut-être un russe. Et ça, on n'en dit pas plus. Ah oui, c'est possible. Allez. Peut-être il sera peut-être suspendu. Ouais, c'est vrai. Il vient de passer numéro 1 mondial. Bref, allez, trêve de plaisanterie. Il y a eu plusieurs questions qui ont été posées des bonnes questions dans le chat. Personne n'est choqué par la victoire de Reims contre Monaco à Monaco et la contre-performance de Marseille contre Troyes. La contre-performance, honnêtement, but sur penalty pour l'Olympique de Marseille, qui est donc même pas dans le jeu. Égalisation de 3 dans le temps additionnel. Plus rien n'est choquant a priori à Marseille. Contre 3, les joueurs n'arrivent pas à garder un score. Il n'y a pas de jeu réel, même s'il y a une qualification en Conference League en Azerbaïdjan avec 2 victoires sur 2 matchs face à Karabag. Et d'ailleurs, tirage au sort offre l'Olympique de Marseille face au FC Bâle. Franco-suisse, c'est beau. Après, il faut aussi prendre en compte ce que tu viens de dire, Chris. 7 heures. Karabag, c'est très loin. 7 heures de vol. Ouais, et quand tu reviens d'un déplacement comme ça en Coupe d'Europe, en fait, c'est assez compliqué. C'est rare de faire 7 heures de déplacement pour aller jouer un match de Coupe d'Europe. c'est pas fréquent quand même. Et décalage horaire. Sauf si tu es un joueur de Karabag. Ouais, auquel cas, c'est normal. Si je dis pas de bêtises, il y a 3 heures aussi de décalage horaire, si je ne m'abuse. Donc ça peut être ceci qui explique cela. Et puis il y a aussi le truc qui est notable à l'OM. Après tu me diras si tu es d'accord avec moi ou pas, ou si vous êtes d'accord. Mais c'est que Dimitri Payet ça y est rentré dans sa phase je suis cramé. Et depuis qu'il est rentré dans sa phase je suis cramé, le jeu de l'OM il s'est arrêté quoi. Et ça fait quand même ça doit faire 15 ans que je vois Dimitri Payet jouer et chaque année. Quoi qu'il se passe, il a 6 mois où il n'est pas mauvais, 6 mois, alors des fois même brillant, des fois même extraordinaire. Je me souviens de sa saison à West Ham qui était incroyable. Et ensuite, 6 mois où il disparaît. Voilà. Après, est-ce que tu peux en vouloir aujourd'hui à un Dimitri Payet qui fait une très très bonne demi-saison à son âge, après avoir autant été utilisé, après avoir autant dépensé de se relâcher entre guillemets. Non, mais j'en veux pas à Dimitri Payet, mais c'est un quoi, il est constat mal que je fais. utilisé Non, c'est juste que en fait, le jeu de l'OM repose énormément sur lui et que là, il est rentré dans sa phase de sommeil ou d'hibernation et que jusqu'à la fin de la saison, vous allez galérer. Je vous l'annonce parce qu'il n'y a personne d'autre pour prendre le jeu à son compte. Il pourrait y avoir du monde. Il pourrait y avoir Under, il pourrait y avoir. Non, mais c'est pas des playmakers, c'est des dynamiteurs, un peu des joueurs avec de l'impact, tout ça, mais c'est pas des. Ouais, après, effectivement, il y a toujours aussi en interne ces problèmes avec Milik, par exemple. Milik qui n'a pas été titulaire face à Troyes, il n'avait pas été titulaire face à Karabag. On sait qu'il y a quelques tensions entre guillemets entre Sampaoli et Milik. Donc c'est compliqué. Le melon de Sampaoli apparemment est assez impressionnant. Et il veut absolument changer de tactique à chaque match. Et c'est ce qu'on voit match après match pour prouver que c'est un peu lui le patron et qu'il gagne avec ses tactiques alors qu'il y a des tactiques qui fonctionnaient très bien. Qui termine comme Bielsa. Ouais, exactement. Bon, après, ils sont souvent nommés côte à côte. Effectivement, on voit pourquoi. Monaco qui perd dans les 5 dernières minutes aussi à Louis II. Monaco qui n'y arrive plus. Match nul la semaine dernière face aux Girondins. La défaite à domicile face au Stade de Reims. Que des gros noms. Ouais. C'est compliqué. Historique. Parce que les Girondins, c'est opération porte ouverte, c'est les soldes, c'est un truc de fou. C'est Black Friday en même temps, c'est tout, tu vois. Parce que normalement, en Girondin, tu repars, ton goal average, il est bien, tu vois, derrière. Tu leur as mis 5 ou 6 buts, tu rentres, t'es bien. Le nombre de fois qu'ils ont pris 4 ou 5-0 cette année, Bordeaux, c'est combien? C'est 10? Un truc comme ça, non? Quand même pas. C'est ouf. Non, mais je veux dire, c'est dingo, tu vois. Et t'arrives à perdre contre Bordeaux, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Ils avaient fait match nul. Bordeaux a mis quasiment autant de buts que l'OM qui est deuxième. Oui, mais ça, mais ça c'est vrai qu'il marque. Non, mais ça c'est vrai, t'as raison. Et Adli, d'ailleurs, qui est un joueur du Milan, fait une très très bonne saison. C'est un joueur du Milan, prêté par le Milan? Absolument, en fait, il a été acheté et laissé en prêt à Bordeaux. Donc la saison prochaine, il joue à Milan. Ouais. Ok.
Ouais. Ok. Mais ouais, très surprenant pour Monaco. Et enfin, très bonne question de Guitou. Après la défaite de Lyon, je vous la remets à l'écran. Après la défaite de Lyon, peut-on s'attendre à un retour de Laurent Blanc à la place de Peter Bosz, sachant qu'il avait jusqu'à fin février ce dernier match contre Lille pour sauver sa tête. Et hier soir, effectivement, en clôture de cette journée en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais a perdu à domicile face au LOSC. Allez. Ouais, vas-y, Ludo, ouais, tu dis? Ah non, absolument rien. J'allais Ah, finir ok. ta phrase que tu as l'air de Pardon. bégayer. Je regarde toutes les infos en même temps, mais qu'est-ce que vous en pensez, selon vous? Lyon, aujourd'hui, qui est 10e au classement, qui galère, et ça, ce depuis le début de saison. Il y avait eu une petite période où on était sur une pente quand même ascendante. Là, on est plutôt sur une pente descendante. Après, non. Alors, déjà, deux choses. Est-ce que Laurent Blanc a mieux travaillé son PowerPoint que la dernière fois, déjà? Parce que c'était ça, a priori. C'est Hein. vrai. Ils ont justifié l'embauche de Rudy Garcia parce que son PowerPoint était de meilleure qualité. Bon, très bien. Et je pense qu'il avait été conseillé par votre très cher ancien président, hein, parce qu'il était très très fort en PowerPoint, Jacques Chris. Henry? Ah, Jacques Henry. N'en parlons plus. Jacques. Donc bref, déjà il y a ça. Non mais après, donc effectivement c'est une question qu'on peut se poser si on analyse le résultat brut de Lyon hier. Mais très clairement, il y avait but. Bon, enfin, Alors je veux dire, justement, c'est la on peut question. dire, Inquiétable. on C'est peut juste dire, on peut la dire tout ce question. qu'on veut. Vous pensez que mais le il y but avait de Lyon but, devrait être je sais annulé? pas. Bah oui, je sais pas du tout pourquoi est-ce qu'il a été annulé. J'ai pas compris, sachant qu'en plus Turpin prend la bonne décision à la base. Il accorde le but et il passe à autre chose. Et c'est Pourquoi la est-ce que VAR, la VAR effectivement. appelle? Enfin, il va voir la VAR très rapidement, Mais et bon. pour le coup, il refuse le but très rapidement. Et oui, parce qu'il s'est dit si la VAR appelle, ça veut dire que j'ai fait une connerie. Parce que les arbitres, c'est comme ça qui réagissent. Hein, parce que tu regarderas, je pense qu'il y a 98% du temps où, quand un arbitre va voir la vidéo, il prend la décision inverse de ce qu'il a pris. C'est quasi à chaque fois qu'il se déplace à la vidéo, c'est sûr qu'il prend la décision inverse parce qu'il se dit j'ai fait une connerie, je vais peut-être pas aggraver mon cas parce qu'il pense à sa notation en fait. Et Turpin, je pense que c'est ça qui s'est passé dans sa tête, mais je sais pas pourquoi le mec de la VAR a appelé. Enfin bon, bref. Et donc c'est en ça que peut-être Peter Bosz va être un petit peu sauvé. Déjà d'une parce que je trouve que le jeu de Lyon ces derniers temps s'est un petit peu amélioré. Même hier, ils font pas un mauvais match. Ils sont meilleurs que Lille sur l'ensemble du match. Je trouve qu'ils dominent le match. Lille fait la technique du bus, hein, tout simplement. C'est-à-dire je marque et ensuite je m'allonge devant ma surface. Donc c'est vrai que dans le contenu ça va mieux à Lyon. Dans les résultats c'est pas encore probant, mais hier en tous les cas ce résultat il est tronqué pour Lyon. Donc voilà. Donc, je pense pas. Et puis je pense aussi que ça coûte cher de se séparer le boss. Je pense qu'ils vont terminer la saison comme ça. Donc, encore une fois, on s'attarde sur une erreur, entre guillemets, d'arbitrage pour dire que Lyon a fait une contre-performance. Bah, en l'occurrence, c'est pas ça. Ils ont fait une contre-performance parce que, et c'est ce que je disais, c'est ce que je vais en parler tout à l'heure en Serie A, mais si tu fais en sorte d'être à la merci d'une erreur d'arbitrage, c'est que tu n'as pas fait ton travail. Ouais, d'accord. Et c'est ça le truc. C'est que oui, les erreurs d'arbitrage, ça arrive, même avec la VAR. Ça me semble vraiment bizarre, mais même avec la VAR, ça arrive. Donc, si malheureusement, tu n'as pas fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire marquer les buts quand tu dois en mettre, et malheureusement, hier, Lyon a eu plus d'occasions que Lille, elle les a pas mis, et voilà, ils en ont mis qu'une, et puis malheureusement, elle a été annulée. Donc, Kevin, d'accord avec ça? Moi, dans le fond, effectivement, je regrette déjà le manque de concurrence en Ligue 1 parce que quand on regarde des budgets comme Lyon, comme Marseille ou même Lille, qui est quand même champion en titre, ils doivent faire mieux. Ils doivent clairement faire mieux au niveau comptable. Ils sont clairement pas là où on les attend. Peter Bosz, moi, je serais d'avis à lui laisser du temps parce qu'il est arrivé avec cette saison. Le vestiaire lyonnais, c'est pas forcément le vestiaire le plus simple à gérer. On a un environnement assez particulier avec notamment les incidents qu'il y a eu lors du match contre l'OM, qui a peut-être aussi un peu perturbé le groupe. Hein, donc, je ne vais pas tout mettre sur le dos de cet incident-là, mais ça a dû, entre guillemets, se disperser
pendant un certain temps, sans compter en plus les incidents en Coupe de France. Donc, on a eu pas mal de péripéties au niveau extrasportif. Et Laurent Blanc, honnêtement, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Il y a beaucoup de Parisiens qui vont dire que le meilleur PSG des 10 dernières années, c'est le PSG de Laurent Blanc. Pour moi, c'est faux. Pour moi, le PSG de Laurent Blanc doit faire au minimum une demi-finale de Ligue des Champions. Et il l'a pas fait. Ils se sont sortis sur une touche contre Chelsea. Donc, j'ai envie de dire, voilà, Laurent Blanc, pour moi, c'est pas la meilleure solution. Effectivement, il a compilé les titres, mais je le vois un peu comme le Paul Le Guen de l'Olympique Lyonnais à l'époque, où il avait une équipe qui était un rouleau compresseur avec des joueurs charismatiques qui faisaient en sorte que, voilà, pour les affaires courantes, en Ligue 1, en coupe, ça passait. Non, et puis très clairement, tu sais, on le dit, enfin, bon, ça fait longtemps qu'on le dit ici à la 93e, tu gagnes la Ligue des Champions avec le milieu de terrain. On voit bien, hein, Ronaldo, quand il joue dans une équipe où il n'y a pas de milieu de terrain, malheureusement, il ne se passe pas grand-chose. Léo Messi, quand Xavi et Iniesta ils sont partis, bon, bah voilà, c'était terminé. Et non, mais c'est vrai, c'est le moteur du truc. Le Real, oui, Ronaldo a marqué des buts incroyables, mais sans Modric, Kroos, Casemiro, au niveau où ils étaient en 2015, 16, 17, enfin pas 15, mais 16, 17, 18, bah, je pense qu'il ne se passe pas grand-chose, quoi. Et Paris à l'époque, Thiago Motta, Matuidi, Verratti, c'était honnêtement un des meilleurs milieux de terrain du monde, mais très clairement, il n'y a pas photo. Et plus Rabiot, tu vois. Plus Rabiot, ouais, absolument. Non, et puis ils avaient une défense qui était une bonne défense, hein, parce que Maxwell c'était un bon latéral. Ils avaient, bon, ok, le goal, ça a toujours un peu péché au Paris Saint-Germain, sauf depuis cette année, mais enfin depuis Navas, pardon. Mais sinon, après, devant, ils avaient un Ibra qui était en feu, ils avaient Ezequiel Lavezzi, ils avaient Di Maria, ils avaient Cavani, enfin, ils avaient une équipe. C'est la meilleure équipe du Paris Saint-Germain qui n'ait jamais existé depuis le début. Malheureusement, c'est pas celle qui est allée en finale. Mais très clairement, je pense que toi, Kevin, tu aurais coaché le Paris Saint-Germain à l'époque. Tu n'aurais peut-être pas fait un 3-5-2 contre Man City. Ou j'aurais peut-être réhabilité Aurier plus vite. Ah ouais, d'accord. Parce que pour le PSG, je pense que ça part de là où il y a une histoire avec Van der Wiel qui était le latéral droit bis, qui n'a pas joué. On a mis Marquinhos à droite, donc c'est un peu foutu le bordel. Et puis Aurier qui termine central dans le 3-5-2. Enfin, il y a plein de choix qui étaient un peu incohérents, mais bon, je pense que Laurent Blanc avait un peu lâché. J'aurais réglé le problème différemment, mais j'aurais fait aussi quelque chose au sujet d'Aurier. Je pense que je l'aurais transféré à Versailles, un truc dans le genre. Ouais. Et oui. On va pas refaire le match. Tout ça pour dire que je pense que Clément Turpin a pris la bonne décision après les vérifications de la VAR. Il se fait quand même découper, le gardien. Bref, allez. Oh, arrête. Il frappe dans le sol. Mais ça, c'est certes, il frappe dans le sol, mais il se fait, il fait faute sur le gardien après. Il touche le gardien. Il touche le gardien. Mais d'ailleurs, Mehdi, est-ce qu'on peut parler de Messi qui devient du coup en milieu de terrain? Qu'est-ce que tu en penses? Et ça sera la dernière question pour la Ligue 1 parce qu'après on avance sur la série. Pour l'instant, j'en pense rien. Je dois t'avouer que je ne l'ai pas vu encore à très haut niveau. On verra. Pour l'instant, à très haut niveau, il est inexistant. Alors, est-ce que ce nouveau rôle qu'il est en train d'appréhender en Ligue 1, il arrivera à le transposer dans des matchs de très haut niveau? Bah, on le saura bientôt, la semaine prochaine. Hein. Mais je pense pas. Parce qu'il faut de l'intensité physique à ce niveau-là. Donc, je sais pas. On verra. À chaque fois que tu donnes des pronostics et que tu parles, tout l'inverse se parle. A priori, je pense que Messi va faire un très gros match la semaine prochaine. Non, mais ça, je suis d'accord. Je te dis juste, je veux le voir. Je dis pas. Et en plus, sérieusement, oui, c'est vrai, je me trompe souvent, mais c'est parce que j'ai le courage de prendre des positions. Ça dépend. Allez. On enchaîne. Merci pour cette page Ligue 1. On enchaîne avec la Serie A. Justement, Mehdi, prends des décisions, prends tes positions et parlons ballon rond. Bah oui, effectivement. Alors bon, ce week-end en Serie A a été un petit peu particulier. Pourquoi? Parce que les deux clubs de Milan ont ralenti et tous les autres clubs ont accéléré. Alors tous les autres clubs, on verra. Joël doit être devant la télé là, à l'heure actuelle parce qu'il y a Atalanta Sampdoria ce soir. Ouais. Donc,
effectivement. Donc voilà. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont décalé le coup d'envoi de 5 minutes en Italie pour protester contre l'invasion de l'Ukraine. Donc oui, effectivement. Mais donc oui, il y a beaucoup de clubs qui prennent des points, en particulier la Juve et le Napoli. Et puis il y a les deux Milan, enfin l'Inter et le Milan qui freinent. Donc encore un fait de jeu complètement hallucinant pour le Milan, encore une erreur d'arbitrage. Là, ça commence à faire beaucoup contre Naples, contre la Spezia, maintenant contre Udinese, parce que donc Udinese marque un but de la main en fait, très clairement. Ça se voit à la VAR, mais la VAR ne siffle pas main. Voilà, bon, c'est un petit peu bizarre, hein, c'est un petit peu aussi ce qui s'est passé en France. Donc et je redis exactement la même chose pour le Milan. Encore une fois, si contre l'Udinese, tu es à la merci d'une erreur d'arbitrage, c'est que tu n'as pas fait ton travail. Si tu joues contre l'Inter et que, tu as une occasion, enfin, ils ont une de leurs occasions qui rentre, puis il y a une main, bon, tu te dis, oui, c'est vrai, je me suis fait voler parce que c'est abusé. Mais contre l'Udinese, normalement, tu dois maîtriser le match. Et ça fait 2 matchs d'affilée, contre la Salernitana et contre l'Udinese, où on doit absolument gagner, parce que c'est des matchs qu'il faut gagner et qu'on n'arrive pas à gagner. Alors, il y a plusieurs explications à ça, avant qu'on passe sur la Juve et surtout le match d'hier soir, qui était un match vraiment énorme, Lazio-Naples. Mais Milan, il y a plusieurs raisons pour lesquelles là, ils sont en train de freiner. Déjà, il y a énormément de joueurs qui sont en fin de contrat. Romagnoli, qui est titulaire, Kessie, qui est aussi quasi titulaire tout le temps, et qui ne veulent pas re-signer au Milan, ou plus exactement que le Milan veut bien faire re-signer, mais avec beaucoup moins d'argent que ce qu'il gagne à l'heure actuelle, ou ce qu'il pourrait gagner. Pourquoi ? Romagnoli, parce qu'il a un salaire très élevé et ses prestations très clairement ne sont pas à ce niveau-là. Ce qui fait que Milan lui propose un salaire de 2,8 millions, je crois, alors qu'en ce moment il est quasi à 6. Et la Lazio a bien compris qu'il n'avait pas le niveau de gagner 6 millions, hein, ça on a tous compris ça, mais il lui propose 3,2, je crois. Et il faut savoir que Romagnoli est laziale à la base, en fait. Il a été formé à la Roma, mais c'est un supporter de la Lazio, et je crois qu'il a joué un petit peu à la Lazio. Il a joué, mais quand il était jeune, hein, dans les sélections de jeunes. Donc, probablement qu'il va partir à la Lazio. Et Kessie, en fait, il y a la prime à la signature que le Barça lui fait miroiter, qui le fait pencher vers le Barça, parce que le Barça offre le même salaire que Milan, 6,5 millions, mais Milan, bien sûr, n'a pas besoin de prime à la signature, vu que c'est un de leurs joueurs. Donc le Barça est en train de graisser la patte à son agent, qui s'appelle Atangana, et à Kessie aussi, qui va prendre une grosse prime. Donc voilà, il y a ça, il y a le fait qu'on est très très jeune, et que là, il y a aussi un truc, c'est qu'ils commencent à y croire, parce que là, j'ai entendu que les joueurs négociaient avec Maldini et Massara une prime en cas de victoire dans le championnat. Alors là, je me suis dit, les gars, je pense que vous mettez la charrue avant les bœufs, ça s'appelle. Hein. Je pense que déjà, on verra si vous gagnez le titre. Et puis ensuite, donc il y a Ibrahimovic, Calabria, enfin les 3 capitaines, quoi, et Romagnoli qui sont allés voir, enfin les 3 capitaines, ils sont pas 3 capitaines, mais voilà, et qui sont allés voir en fait Maldini et Massara pour qu'ensuite ils aillent voir notre président Gazidis. Donc voilà, bon, on verra, mais il y a ça. Et puis, il y a aussi le fait qu'on a perdu notre assise défensive avec la très, très grave blessure de Simon Kjær, qui est absent quasi jusqu'à la fin de saison, et certainement au début de saison prochaine, il ne sera pas complètement remis. Et effectivement, c'est notre meilleur défenseur. Hein. Ce n'est pas pour rien qu'il était dans les 10 du Ballon d'Or, même si les gens pensent que c'est juste parce qu'il a eu un brevet de réanimation. Mais pas seulement, en fait. Hein. C'est un vrai, très bon défenseur. Vraiment. Donc les gens s'en rendent peut-être pas compte, mais c'est un très, 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 très bon défenseur. Donc tout ça fait en sorte que le Milan tourne beaucoup moins bien. Donc voilà, là, la semaine prochaine, donc demain, il y a le derby en Coppa Italia, et c'est important pour Milan parce que ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas gagné la Coppa, donc ils sont en demi-finale. Et dimanche, il y a le match Napoli-Milan. Donc voilà, on va voir, c'est là qu'on va voir si Milan a les épaules pour gagner le Scudetto ou pas. Ouais, dis-moi. Mais du coup, si on se projette et que vous perdez autant de joueurs, l'année prochaine, ça va être encore plus compliqué, non ?
Non, alors il faut savoir que Kessie est déjà remplacé par Adli et en l'occurrence ils vont recruter un autre milieu de terrain. Il parle de comment il s'appelle de Lille Sanchez. Donc, Renato. Ouais, Renato Sanchez. Et pour la défense centrale, à la place de Romagnoli, c'est Sven Botman. En gros, on dépouille Lille, c'est le but du jeu. Donc voilà. Après, ça, c'est les deux noms qui sont en priorité pour le remplacement des deux joueurs. C'est pas pour ça qu'il n'y a que ça sur la shortlist. Je pourrais vous sortir tous les noms de la shortlist en défense centrale, parce qu'il y a Bremer aussi du Torino. Enfin, je pourrais vous en sortir plein, mais les autres, je pense pas que vous les connaissiez. Et qui sont des très très bons joueurs, les autres aussi. Attention, c'est Bremer. Je préférerais Bremer que Sven Botman, par exemple. Mais bon. Et c'est vrai que ils ont prévu déjà en fait un petit peu le truc. Et a priori, Milan, s'ils attrapent encore la Ligue des Champions, serait prêt à investir 100 millions d'euros dans le marché des transferts cet été. Bon, là, c'est fait, ils l'ont attrapé. Ouais, je sais pas, parce que la Juve revient très fort et l'Atalanta aussi. En fait, c'est une lutte à 5. Est-ce que ce serait une saison ratée si vous n'attrapez pas la Champions League? Ah oui, clairement. Ah bah, ça c'est clair. T'es premier ou deuxième quasi toute la saison et à la fin tu termines 5e. Non, ça c'est pas possible. Donc voilà, tout ça fait en sorte que c'est une équipe très très jeune, même avec Ibra et Giroud, donc et Kier. Et donc, mais voilà, donc on gère mal ces moments-là. On verra comment est-ce que ça va se terminer, mais écoute, on a eu de la chance pour l'instant parce que l'Inter fait que des matchs nuls aussi, parce que l'Inter aussi traverse un moment un petit peu compliqué. En fait, l'Inter c'est différent de nous. Nous, on se crée pas d'occasion en fait. On n'arrive pas à se créer des occasions. En revanche, on maîtrise la balle dans le jeu. L'Inter, eux, ils ont énormément d'occasions. En revanche, ils marquent pas. donc très clairement, Lautaro est hors de forme et Dzeko, ça a jamais, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais Dzeko ça n'a jamais été un buteur vraiment, tu vois, un vrai buteur numéro 9, tu vois. C'est plus un 9,5, je trouve. Je suis même à l'époque pas d'accord. Ouais, à l'époque de City. Alors, à l'époque de City, c'était peut-être un petit peu différent parce qu'il était dans une équipe vraiment qui tournait vraiment très très bien et il avait peut-être un petit peu moins de travail à faire et il avait aussi peut-être un physique différent. Mais plus il vieillit, et depuis qu'il est revenu en Italie et surtout à la Roma, c'est un bon buteur, mais tu sais, il recule. Enfin, voilà, il est. Je sais pas, je trouve qu'il est plus. Ouais, il est plus playmaker, là, absolument. Alors bon, toute comparaison, parce que bon, Rooney, c'est Rooney, mais oui, t'as raison. Non, mais je suis d'accord avec toi. Il recule petit à petit avec l'âge, en fait, tu vois. Et bon, là, ça commence à se voir, en fait, à l'Inter. Avant, il y avait beaucoup de monde qui marquait des buts à l'Inter, parce qu'ils n'ont pas un buteur qui a plein de buts. Tu vois, c'est pas comme l'année dernière où ils avaient Lautaro, Lukaku et tout était marqué par eux. Là, c'est un peu tout le monde, les latéraux, les milieux de terrain, les attaquants et tout. Et là, comme les autres marquent plus trop, en fait, on s'aperçoit que les attaquants, ils sont un peu, ils sont un peu hors de forme et malheureusement, ça n'avance plus. Donc voilà. Bon. Ça c'est pour l'Inter. Joël qui nous dit c'est dingue les mauvais résultats de l'Inter depuis la défaite contre Liverpool, c'est la dégringolade, effectivement. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Après, je te dis, demain, je pense qu'il y a une des deux équipes, le Milan ou l'Inter. Demain, et je veux dire, en gros, surtout la demi-finale en général et les retours de la Coppa Italia, je pense que ça peut faire vraiment très très mal à l'une ou à l'autre des équipes. Je pense. Je pense que ça peut vraiment faire dégringoler. Pardon. T'as vu, je sais pas, j'ai eu un accent marseillais d'un coup, je sais pas si c'est Kevin. Mais Mehdi, est-ce que tu penses que la Juve peut rafler la mise sur le cycle? Le Scudetto, je pense pas, très honnêtement. En revanche, je te dis, je pense qu'ils peuvent en sortir un des 4 du top 4, justement. Donc, ils sont 4e, là. S'ils vont chercher le Scudetto, tu te butes. Ouais, là, franchement, s'ils vont chercher le Scudetto, alors ils ont investi 81 millions d'euros sur Vlahovic à l'intersaison. Exactement. Donc, et Vlahovic, moi, je vous avais dit que c'était un joueur vraiment spécial. Enfin, c'est pas comme si je vous avais dit que c'était un joueur moyen. Je vous avais dit, ce gars-là, c'est une future star. Pour une fois. Et je dois vous avouer que je suis même surpris de l'impact immédiat qu'il a sur les résultats de la Juve. C'est incroyable la disponibilité, la profondeur, l'impact qu'il amène au jeu de la Juve qui n'avait aucun impact. C'était une équipe qui jouait arrêté, la Juve.
Et là, tout d'un coup, maintenant, en fait, il y a des solutions tout le temps. Parce que le mec, c'est une machine, quoi. Et puis, je veux dire qu'avec les pieds, pied gauche, pied droit, je pense qu'il est meilleur qu'Haaland, hein, et de loin, hein. Honnêtement, hein. Il est très, très, très bon techniquement. Ça n'a strictement rien à voir. Je ne sais pas si vous avez eu le but qu'il met là avec la Juve ce week-end dans la surface, où il fait un contrôle râteau, bam, il se met sur le pied gauche. Voilà, Haaland, je ne l'ai pas vu faire un truc comme ça. Il est peut-être plus puissant Haaland, mais techniquement, je pense que Vlahovic, il est au-dessus. Donc voilà, donc c'est vraiment un très très bon joueur et ça fait vraiment la différence en ce moment. Il dynamite tout, quoi. Donc non, c'est vraiment top. L'Atalanta ces derniers temps enchaîne les mauvais résultats. La Sampdoria, c'est une équipe qui est pas facile à jouer ces derniers temps, donc on va voir ce qu'ils vont faire ce soir, hein. Très honnêtement, moi, ça m'amuserait qu'ils gagnent et que tu vois, ça se resserre encore parce que ce championnat est complètement fou. Et puis voilà, donc non, c'est cool. Après, là, Napoli est premier du championnat à égalité avec Milan, qui est deuxième. Pourquoi? Parce que vous savez, en Italie, c'est la différence de but particulier. Direct. Le match retour est la semaine prochaine, donc dimanche. Donc, en fait, là, on saura si effectivement le goal average est toujours en faveur de Naples ou si c'est Milan qui sera devant en cas d'égalité. L'Inter a toujours un match en retard, donc potentiellement un point en plus que et Napoli et Milan. Donc, c'est un vrai bordel. Et c'est un match contre Bologne, je crois. Et voilà, et donc et puis la Juve est bien repartie, quoi. C'est le Torino qui joue à Bologne. Oui, non, mais je te parle du match en retard. Ah, pardon, de l'Inter. Le match en retard de l'Inter, c'est contre Bologne. Quand est-ce qu'il est prévu? Ça, en revanche, je ne sais pas du tout. Mais bon, après Bologne, il faut gagner, hein. Tu vois, là, je veux dire, l'Inter, ils ont enchaîné 2 matchs nuls contre des équipes peut-être moins bonnes que Bologne. Donc, tout est possible, en fait. Il n'y a pas de... Ils pourront se relancer l'Inter vendredi face à Salernitana. Ouais, on a fait 2-2 contre la Salernitana. Oui, voilà. Attention. C'est vrai. C'est vrai. Compliqué. Enfin. D'autres infos pour la Serie A ou ce qu'on avance? Oui, le Lazio-Napoli d'hier soir était un thriller extraordinaire. Franchement, un superbe match de football. Alors, c'était pas le meilleur match de football que j'ai vu ce week-end parce que on va en parler un petit peu plus tard sur la page d'Arène Tulette. Mais c'est vrai que c'était un match vraiment spectaculaire avec une égalisation de la Lazio à la 89e minute sur une superbe reprise de volée de Pedro. Et finalement, un but qui m'a... Franchement, j'avais envie de crier de joie et en même temps, j'étais dégoûté parce que l'action extraordinaire de Insigne et de Fabian Ruiz à la 94e minute, malheureusement pas à la 93e, étaient fantastiques. Et franchement, j'aurais été... si j'avais été napolitain à ce moment-là, je pense que j'aurais démonté mon salon. Ouais. Je te coupe, a priori, il y a un but parce que Joël, voilà. dans les commentaires, vient de s'exciter. Goal de Pasalic, effectivement. Ok, eh bien écoute. Très bien, comme quoi tes pronostics, encore une fois. Mais non, mais j'ai dit que n'importe quoi. Oui, c'est vrai, t'as dit que l'Atalanta devrait gagner. Mais oui. J'ai dit que la Samp était compliquée à jouer, mais que l'Atalanta, j'espère qu'ils allaient gagner. C'est vrai. Donc oui, effectivement, pardon, je t'ai coupé, très beau but. Ouais. Magnifique. Et franchement, voilà, ça relance à fond le championnat. Et enfin, le championnat, en fait, en Serie A, il est relancé chaque semaine, hein, ces derniers temps. Donc voilà. Et effectivement, là, la Juve commence à m'inquiéter. Donc voilà, j'espère qu'ils vont commencer à tomber sur des os. C'est tout. Là, je sais qu'ils ont quand même pas mal de blessés, donc peut-être que ça va commencer à faire, mais tant qu'il y a Vlahovic, mais bon. Ouais, tout va. Tant qu'il y a Vlahovic, et j'espère qu'il ne va pas se blesser parce que c'est un plaisir de le voir jouer. Hein. Donc c'est très très bien. Hein. Il faut que ça continue. Pour la Serie A, c'est très important d'avoir un joueur comme ça. Tout à fait. Merci Mehdi pour cette page Avec plaisir. Serie A. Avançons comme tu le dis. Et demain, peut-être, je vous enverrai donc des images en direct de San Siro pour le derby. Donc voilà, puis je vous raconterai ça la semaine prochaine. Hein. Et puis en plus, la semaine prochaine, très très grosse page Serie A. Hein. Donc le derby et Naples-Milan le dimanche soir. Donc, hâte d'avoir le retour du coup à Giuseppe Meazza. Ouais, c'est ça. Non, là, c'est San Siro demain. Oui, mais il y aura le retour à Giuseppe Meazza. Ah, le retour, excuse-moi. Oui, qui va beaucoup changer. J'ai pas compris. Allez, on avance. Championnat d'Arène Tulette, comme tu le disais juste avant, la première ligue. De quel match veux-tu nous parler? D'ailleurs, alors avant de parler d'un match de championnat,
Est-ce qu'on peut juste faire une petite dédicace à Thomas Tuchel pour ce changement et l'entrée de Kepa? Bah moi, c'est très clairement de ce match-là dont je veux parler, hein, parce que oui, c'est pas un match de championnat, mais c'était un match anglais. Et ce que j'ai vu hier, enfin, je sais pas pour vous, je sais pas ce que vous en avez pensé, je sais pas si vous l'avez regardé, mais c'est une vraie finale de Ligue des Champions. À un moment donné, j'ai fait, mais on est sûr que c'est la Carabao Cup là? Parce que oui, donc c'est Carabao. Je sais pas, je crois que c'est une energy drink. D'ailleurs, j'ai vu que c'était marrant pendant le match. Est-ce que vous avez regardé le match ou pas? Non, j'ai pas eu le temps de regarder. Donc, il y avait marqué Carabao, là, Energy Drink, et à côté, c'était marqué. Alors, je pense que le faisceau d'images que j'avais était destiné à l'Afrique aussi, francophone, et c'était marqué à côté disponible en Côte d'Ivoire. Mais comme ça, marqué en français dans le texte, dans Wembley. Tu vois, je me disais, mais c'est quoi ce délire? Il y a beaucoup d'argent. Bah ouais, je sais pas. Je me suis dit, ouais, je sais pas si c'est la Côte d'Ivoire que je viserai en premier comme marché, mais bon, vas-y, pourquoi pas. Tu sais, c'est Wembley, quoi, c'est bizarre. Bon, bref. Donc voilà. Mais effectivement, un match hier stratosphérique. Mais vraiment, ça faisait très très longtemps que j'avais pas vu un match de cette intensité-là, avec une qualité technique à ce point-là. C'est incroyable ce que j'ai vu hier soir. Chelsea, dont je disais qu'ils ronronnaient encore la semaine dernière, et je disais que c'était un petit peu compliqué pour eux, ils ont fait un match mais monstrueux, vraiment. Très honnêtement, si Mason Mount avait été en forme, il n'y aurait jamais eu de penalty. Chelsea aurait gagné le match parce que Liverpool a eu des périodes de domination, effectivement, mais c'était des périodes de domination de style 10 minutes, un quart d'heure, à chaque fois au cœur des mi-temps. Mais les débuts de mi-temps et les fins de mi-temps de chaque mi-temps, donc il y en a que deux, étaient vraiment blues à chaque fois, les deux. Et ils ont eu des occasions complètement dingues. Et Mason Mount, il a quand même, il tire à 2 mètres du gardien. Le gardien fait un arrêt réflexe fou, bon, parce qu'il ne l'a pas mis assez ras du poteau. Ensuite, il a une occasion où Kai Havertz fait une chose extraordinaire, une ouverture dans la surface de réparation qui est magnifique. Là, il frappe juste à côté, mais vraiment de la lucarne, ça passe, mais à je sais pas, 1 micromètre. Et enfin, il a une autre frappe sur le poteau, cette fois-ci poteau entrant, hein, mais qui longe la ligne et qui ressort. Donc Mason Mount, hier, en fait, la défaite, elle n'est pas du tout pour Kepa. Elle est malheureusement pour Mason Mount. Kai Havertz a fait un match énorme, vraiment. C'est alors vraiment le chef de l'attaque, enfin vraiment le maître, le chef d'orchestre de l'attaque de Chelsea, c'est Mason Mount, c'est Kai Havertz. Hein. C'est incroyable le match qu'il a fait hier. Et puis quand tu vois les remplaçants, quoi, c'est-à-dire qu'à un moment donné ils font des changements. Il fait 3 changements. Il fait rentrer Lukaku, Werner et Jorginho. Et là tu te dis ah ouais quand même, ça c'est 3 remplaçants ça. D'accord, donc c'est chaud. Ça commence à devenir compliqué de jouer contre les équipes anglaises. Et c'est pour ça que tu te dis, mais à quoi bon aller jouer en Allemagne, en Espagne, en Italie ou un truc comme ça? Tu fais quoi en fait? Tu vas faire quoi en Ligue des Champions contre une équipe qui arrive à te sortir? Et j'ai pas parlé des 2 suivants, hein, parce que les 2 autres remplaçants, c'est pareil, c'est des titulaires dans toutes les autres équipes d'Europe du monde. Donc, et c'était pareil du côté de Liverpool. Alors, du côté de Liverpool, non. Mais ils ont fait rentrer, la belle histoire, je vais vous la raconter après, c'est Harvey Elliott. Et en l'occurrence, vraiment, Lukaku fait une entrée qui est pas trop mauvaise. Timo Werner fait du Timo Werner. Il a des occasions, bien sûr, il les met pas. Sur contré, sur au-dessus, bref, mais il fait plein d'appels. Donc voilà, et Jorginho est rentré plus ou moins pour les pénaltys lui aussi, hein, finalement, et il le met d'ailleurs. Ça faisait quand même longtemps qu'il n'avait pas mis de pénalty. Mais sinon, c'était du ping-pong dans tous les sens. Mo Salah fait pas un très bon match, mais en revanche, il y en a un, c'est le nouveau là, Diaz là. Vous savez qu'ils ont recruté au FC Porto. Ouais, exact. C'est Porto, ouais. Lui, il fait un match dingue. Qui est-ce qui vraiment fait des différences au milieu? Il y a Fabinho qui est vraiment impérial. On commence à retrouver le Van Dijk Van Dijk, quoi. Le vrai Van Dijk. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu son penalty. Vous avez vu son penalty ou pas? Oui, Kepa se met d'un côté. J'ai vu le penalty des gardiens. Kepa se met d'un côté et il met une grosse mine du côté où Kepa est. Du côté où était Kepa. En fait. Il lui met dans la lucarne, mais un truc. Alors que Kepa est
clairement mais décalé de 2 mètres, enfin peut-être pas de 2 mètres, mais facile d'1,50 m à droite. Et il lui met un missile à droite au-dessus de sa tête, juste au-dessus de sa tête. Et il faut en avoir. Et honnêtement, ce match était dingue. Vraiment, je vous dis, ça fait longtemps que je ne me suis pas enthousiasmé pour un match à ce point-là, parce que une qualité technique. Moi, c'est surtout ça, parce que les matchs ping-pong du championnat d'Angleterre, où c'est du hurrah football dans tous les sens, ça m'intéresse pas. Honnêtement, c'est sympa à regarder 5 minutes, mais c'est pas enrichissant. Là, hier, il y avait un niveau de jeu technique, mais c'était fou. Honnêtement, c'était fou. Les sorties de balles, les 1-2, les 1-2-3 en attaque, etc. C'était vraiment incroyable. Et c'est pour ça que je vous dis, je me suis dit, ça, si c'est une finale de Ligue des Champions, mais je signe demain, en fait, parce que c'est fantastique. Donc voilà, vraiment un super match. Et puis après, en plus, les tireurs de penalty ne voulaient pas rater. Donc c'est allé jusqu'au 11e tireur de chaque côté. Tout le monde a tiré, effectivement, et les 11 joueurs à Liverpool l'ont marqué. Et malheureusement, Kepa a fait un dégagement. Ouais, carrément. Joël qui nous dit dégagement. Il a plombé Chelsea. Mais après, il a quand même, tu sais, il a fait cette technique-là 2 fois déjà Tuchel maintenant, c'est la 3e fois qu'il faisait cette technique, c'est-à-dire changer Mendy pour faire rentrer Kepa. Il a gagné la Super Coupe d'Europe comme ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, et il a passé un tour de Coupe de la Ligue justement comme ça aussi, en faisant Kepa. Donc les gens rigolent en disant c'est un mauvais changement, mais je vous rappelle pour aussi les Pays-Bas aussi. Ouais, Van Gaal avec Tim Krul. Absolument, il a fait rentrer Krul et ça avait fonctionné. Non, moi je trouve que c'était un bon truc à tenter. Après, c'est vrai qu'il arrête aucun penalty et il met un 6 mètres. Donc c'est compliqué. Du coup, c'est pas bien. Mais moi je trouve que c'est du panache de le faire. Moi je trouve ça bien. Je trouve ça pas mal. Oui, il a eu courage. Ouais. C'est pour le spectacle, quoi. Voilà, et puis c'est un truc aussi qui est pas. Absolument. Ouais. Et c'est des trucs qui sont possibles. C'est des trucs qu'on va voir de plus en plus avec les 5 changements, en fait. Parce que c'était des choses qui étaient plus compliquées à 3 changements. À 5 changements, c'est déjà plus faisable. Tu vois, il a fait ses 4 changements, il l'a gardé pour faire ça. Donc, Tout à fait. Si on revient un peu sur le championnat, quand même. Il a raison, Joël. C'était Sanguine contre Sel. Absolument, mais vraiment, c'était ouf. C'est un match de dingue. C'est vrai. Leeds, pardon. Excusez-moi, Leeds, Jesse Marsch. Eh oui. Exactement, Leeds s'est séparé de Marcelo Bielsa après une défaite 4-0 face à Tottenham. Et Kevin. Jesse Marsch qui est du coup officiellement l'entraîneur de Leeds. Ça change. Il est passé par Leipzig. Ça change quand même de Bielsa. Un peu. Après, c'est un entraîneur américain qui a aussi une autre vision du football. Je ne sais pas trop pourquoi ça n'a pas vraiment marché à Leipzig. Il a juste fait quelques mois, peut-être que Ludo pourra nous en dire davantage. Mais la première ligue, pour lui, j'ai peur. Parce qu'il avait regardé Ted Lasso, je pense. Mais il va commencer par caler sa pancarte Believe. Ouais, c'est ça. Non, mais le truc, c'est que, en revanche, je voulais juste revenir sur l'héritage de Bielsa à Leeds. Alors, c'est vrai que ça se termine mal. Bon, après, ça se termine toujours mal pour un entraîneur, hein, c'est clair. Je pense qu'il n'était jamais resté aussi longtemps sur un banc, Bielsa. Déjà, je crois que c'est depuis 2018 qu'il y est. Ouais. Il a gagné la Championship avec une équipe qui n'était pas du tout programmée pour ça. Il a fait quand même du très bon boulot avec ouais. Il a terminé 9e du championnat l'année dernière, ce qui est incroyable, 9e de Première Ligue avec le budget de Leeds, c'est fou. Ouais. Et il a fait effectivement de certains joueurs qu'on connaissait absolument pas, des internationaux qui ont joué la finale de l'Euro l'année dernière. Par exemple, hein. Tu vois, Calvin, je sais plus combien, là, des trucs comme ça. Ouais, Phillips. C'est des gars que tu connaissais absolument pas et puis qui ont terminé titulaires en équipe d'Angleterre à l'Euro. Donc, voilà, il a quand même fait quelque chose d'assez extraordinaire. Et puis, il a ramené Leeds. Moi, j'ai connu Leeds en Première Ligue, pas en Première Ligue d'ailleurs, mais en Première Division anglaise. Et puis aussi même en Ligue des Champions après. Et puis tout d'un coup, ils ont disparu pendant je sais pas combien, quasi une décennie. Donc c'est bien ce qu'il a fait quand même. Franchement, c'est pas mal. Est-ce que c'est pas trop tôt pour le virer du coup ?
Je pense que là, 6 défaites d'affilée, Ouais, non, ça fait je pense beaucoup que là, là. c'est bien. Là, il faut le faire. Là. C'était compliqué. C'était Là, compliqué. Mais ça, c'est c'est vrai que compliqué. Mehdi a connu Leeds avec Don Revie dans les années 60. On 60, l'oublie souvent. 61, ouais. 61, j'avais 23 ans. On l'oublie souvent. J'ai connu Olivier Delacour. On l'oublie souvent. Donc effectivement, on verra dès le week-end prochain ce que ça donnera sur le banc de Leeds pour Jesse March. United qui se saborde face à Watford, face à l'avant-dernier, 0-0 à domicile, avec un but refusé, si je dis pas de bêtises, de Cristiano. Mehdi, je te vois grimacer. Non, c'est ce qu'on disait. Hein. Tu vois, ce qui est déterminant dans le foot de haut niveau, c'est le milieu de terrain. Et très clairement, à Manchester United, alors bon, la défense n'est pas terrible non plus, mais très clairement, le milieu de terrain, il est défaillant. Paul Pogba fait des prestations qui sont vraiment très, très peu convaincantes. Et Bruno Fernandes n'arrive toujours pas à trouver la bonne distance avec Cristiano Ronaldo depuis qu'il est arrivé. Et puis les autres au milieu de terrain, ils sont, enfin Fred, bref. Enfin, tu vois, c'est vraiment pas du haut niveau quoi, le milieu de terrain de United, malheureusement. Alors Paul Pogba, on sait tous qu'il a la capacité de se mettre à très haut niveau, c'est pas le problème. Ça fait quand même malheureusement très très longtemps depuis la Coupe du Monde 2018 qu'il l'a pas montré. Voilà. Ouais. Chris, s'en va. Effectivement. Chris Tout va s'en bien, va, il est excusez-moi, parti. j'ai eu un petit problème avec Noisette qui est toujours là, hein, je le rappelle, Ah, le petit lapin de la 93e. Non, excusez-moi, tout va bien. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? City a gagné très difficilement face à Everton Ouais. aussi. Et Newcastle, on en parlait, parce que Newcastle était dans une situation très catastrophique. Newcastle qui commence petit à petit à se sortir de la zone rouge. Ouais, j'ai regardé, ils sont qui- bien même. Hein. Et franchement, c'est Et- pas mal. Hein. Ils sont quoi, 12e, un truc comme ça 14e, si je dis pas de bêtises. 14e. Ça gagne petit à petit avec potentiellement encore un bon mercato l'été prochain. Et Aussi. ils ont un match en retard, Voilà. je crois. Mais tout le monde a des matchs en retard. Qui Oui, n'a pas de alors match là, en retard C'est ça qui va être ils fou avec en ces ont premiers un En ou Angleterre, ouais. En première ligue, tout le monde a des C'est matchs qu'il en y en aura, retard. ils auront 2 points, ils auront 3 points de retard, mais ils doivent jouer un match dans un mois et du coup, ça va être fou. Ouais, c'est clair. On dirait un Mais bon, championnat de district. Liverpool City, c'est quand même bien relancé, vu que Liverpool a fait ce qu'il Ouais. fallait. Il n'y a plus que 3 points, ils sont à Moi, égalité je vous de dis match. club champion. Là, c'est parti. Là. Ah non, ils sont Ouais, pas égalité. Non, ils sont plus à égalité de points. Enfin, ils sont plus à Ouais. égalité de match, parce que City a joué ce week-end et Liverpool était Ouais, en il y a finale 6 de points cup. du coup. Il y a Ah, 6 comme points. oui, il y a six Liverpool points. a un match de Et un match retard. en moins. Ils devaient jouer Euh, Arsenal. Arsenal a 24 matchs joués. West Ham en a 27. United en a 27. énorme. Ça veut plus rien dire. Ouais, En ils tout vont cas, jouer 16 mars contre Arsenal. Le match Ok. de retard. Ok. Bon, Donc, là, ouais, on dans 2 saura. semaines. On saura. Ça va être fou. Et on a encore un City-Liverpool? Oui, je crois. City-Liverpool, c'est le mois d'avril entre les quarts Ouais, de finale. c'est ça. ah oui, c'est vrai Ligue qu'on des on Champions. avait dit que ça Oui, pouvait puis on se enchaîner. disait que ça Ça va pouvait être fou. faire Liverpool-City, City-Liverpool, Ouais. City-Liverpool. C'est le 10 avril, exactement. Ouais, ce serait marrant, ça. City-Liverpool. C'est ça. Du coup, la semaine du 16 mars sera ultra décisive parce que du coup, Ah ouais. on aura certainement donc Liverpool et City qui se qualifient. On aura le tirage au sort en fin de semaine et le match contre Arsenal. Donc, on a quand même mis nos pièces sur la double confrontation anglaise. Ouais, Ouais. exactement. C'est clair. Ouais, et puis moi, plus les pays se rencontrent tôt, plus je suis content parce que honnêtement, les finales de Ligue des Champions, de Coupe Ouais. d'Europe, Ouais. avec 2 équipes du même pays, ça me saoule. Je suis À d'accord. part si c'est un Ouais. Chelsea-Liverpool qui se finit en. Et ouais, Non, c'est ça. Mais après, ça Là, en montre une l'occurrence, il était supériorité. très bien, mais vous êtes d'accord que quasi toutes Ah oui, les non, c'est finales de même pays, c'était des finales de merde. Honnêtement, alors je mettrais celle de la décima un petit peu de côté, le Real Atlético avec Atlético. l'égalisation du Real à la 93e et puis ensuite il gagne 4-1 là, qui était assez fou comme match. Mais sinon, à part ça, c'était pas terrible. Le Bayern Dortmund, Non. C'était pas très Non, bien. c'était pas fou. Non, Il y a les quand même eu Manchester, Chelsea, les Valence trucs comme ça, Real, hein. c'était pourri.
Valence-Real, ouais. Valence-Real 3-0 en 2000. Stade de Ouais, France. ouais, mais justement, c'était pas un très beau match. Ils s'étaient fait éclater Valence. C'est vrai. Ils étaient clairement pas au niveau Ouais, de la c'est finale de Ligue clair. des Champions. Je me souviens encore. C'était décevant d'ailleurs parce que Valence à l'époque avait une équipe. Ils faisaient un D'ailleurs, ils font super 2 parcours. finales de Ligue des Champions d'affilée, 2000 et 2001, je crois. Et C'est ça, ils perdent contre le Bayern. ouais, absolument. Et ils avaient une équipe fantastique. Le Valence, c'était génial à voir jouer. Et on peut encore avoir un Paris Saint-Germain, Lille, en Lille. finale de Ligue des Champions, bien entendu. Absolument. Tout est possible dans le football. Tout est possible, effectivement. Allez, on va enchaîner avec le dernier championnat. Espagne, hein. Valence, ça fait la La transition. Liga. Exactement. La Liga. On demandait dans les commentaires le slogan, le petit cri de Mehdi, justement. La Mais Liga. vous savez pas que je vais vous dire quelque chose parce que il y a Joël qui m'a envoyé un texto. C'était la Liga comme ça, enfin bon, tu vois, écrit avec plein de A et tout. Puis je lui dis mais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit bah maintenant, dès que je regarde un match de la Liga, je dis toujours ça. Je vous le remets à l'écran. Il Ouais. a écrit ça au tout début. Voilà. Effectivement. C'est devenu marque Merci de Joël, fabrique. je t'aime. Marque de fabrique de la 93e. La Liga avec un très grand Barcelone, mais aussi un très grand, comme tu le dis, c'est Kevin, je crois que tu l'as dit. Hein. C'est toi qui parlais de Villarreal. De Valence. Ah non, tu as parlé de Ah, Valence. Villarreal, non, je vais pas parler de Villarreal, je vais parler de Valence. Autant Mais pour moi. t'inquiète. Alors j'ai entendu Villarreal. Villarreal qui en a collé 5 à l'Espagnol Barcelone avec un quadruplé de Pinot. Match Je pensais assez. qu'il faisait du vélo, très honnêtement. Hein. J'étais assez surpris qu'il fasse du foot. Mais bon. Jérémy Pinot, 19 ans, ailier de Villarreal, qui met un quadruplé face à l'Espagnol. Assez incroyable pour le sous-marin jeune, qui se rapproche petit à petit, même si on en est loin des places de Ligue des Champions. Et tu parlais du coup de Valence. Non, Valence. Séville. Valence qui a gagné Non. Ok, alors, désolé. 1-0, ils ont gagné 1-0. J'ai surtout regardé le Barça. Le Barça. Ouais. 4-0. Surpris par le retour de Dembélé, qui fait quand même un Dembélé. super match. Il met un but, double passe D dans le temps additionnel. Enfin, pour quelqu'un qui était, entre guillemets, renvoyé dans les cartons, on voulait plus qu'il porte le maillot du Barça, je trouve que c'est quand même un sacré pied de nez et il est en train de donner vraiment la meilleure réponse qu'un joueur de foot puisse donner, c'est sur le terrain. Donc, Comment ça va se finir, d'ailleurs? aujourd'hui, Tu sais qu'à Laporta a dit qu'il voulait prolonger. Tu sais qu'à la télé espagnole, il y a le commentateur du Barça là, qui dit à la fin du match, qui dit bah c'est vrai qu'on ne sait jamais trop comment s'excuser devant 100 000 personnes, mais ce que Dembélé a fait ce soir, c'est déjà un bon début. C'était sympa comme phrase. Je trouve. C'est vrai. C'est vrai, mais le Barça Ouais. qui monte en puissance petit à petit, hein. Semaine après semaine, week-end Aubameyang après fait du week-end. bien. Oui, c'est vrai. Aubameyang a fait un très très bon match. Même Traoré s'intègre plutôt pas mal dans le jeu de mouvement. Alors, il y a quand même des nouveautés au Barça. Hein. On est sur un autre mode, hein, parce que maintenant, il marque sur corner. Hein. Donc, c'est un truc qui n'existait pas il y a quelques temps. Non, mais c'est vrai. Donc voilà, Bah, il c'est tirait un pas les autre corners. Barça. Ouais, c'est absolument. Il est joué à deux et il repartait sur une séquence de possession. Donc c'est vrai que c'est un autre Barça avec un autre logiciel, beaucoup plus contemporain. Et c'est ce que je reconnais à Xavi, c'est que Xavi est très très marqué Barça tiki-taka. Et finalement, en fait, le jeu qu'il prône, alors il est assez pragmatique et il s'est adapté aux joueurs qu'il a. Et surtout, là où je vois que réellement, lui, son idée du football a évolué avec 2020, quoi, c'est que les joueurs qu'il a réclamés à l'intersaison ne sont pas des joueurs qui s'intègrent dans le tiki-taka, en fait. Et donc, c'est des joueurs qui t'offrent de la profondeur, du dynamisme, etc., et de l'impact. Et donc, je dois reconnaître aisément que, tu sais, on disait, est-ce qu'il y a un ADN Barça, est-ce que Xavi va ramener le tiki-taka, etc. Eh bien, je suis vraiment très agréablement surpris de voir que non, Xavi ne ramène Alors, pas le bon, tiki-taka, il avait mais que commencé c'est par bien, ça. mais que c'était très très bien. Bah, il a commencé par ça parce qu'il est avec ça en stock, en fait, tu vois. Ouais. Et puis ça a changé à l'intersaison. Je suis désolé, mais les recrutements stratosphériques qu'ils ont fait cette Ouais, intersaison, il faudra toujours encore une fois m'expliquer comment ils ont fait, mais bon, voilà. Mais les recrutements stratosphériques qu'ils ont fait à l'intersaison, bah, je suis désolé, mais c'est ça qui a fait la différence. Le Barça avant les transferts et après les transferts, Ah c'est ouais. plus le même. Hein.
Ça n'a Ouais, rien c'est à vrai. voir. C'est vrai, c'est vrai. Donc, non, c'est très clairement, tu vois, la Juve et le Barça ont fait 2 très gros mercato et ça a transformé leur saison. Enfin, franchement, il faut le dire. Et c'est bien, tant mieux Mais pour eux. Mehdi, tu penses pas que justement le statut de légende du Barça qu'a Xavi lui permet, entre guillemets, de faire ce qu'il veut. balancer un coup dans la fourmilière, de faire ce qu'il veut, là où quelqu'un comme Coman avait tout de suite les pieds et les poings liés, je parlerai même pas de Quique Sétienne ou d'autres entraîneurs avant lui, qui n'avaient pas cette liberté-là, en fait, en soi. Ouais, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Et puis lui, le truc, c'est que Coman est une légende du Barça quand même. Parce que c'est quand même lui qui fait gagner la Ligue des Un peu Champions, plus lointaine, mais c'est vrai que c'est lui qui fait gagner la première. Ouais. la première Ligue des Champions. Mais il n'a pas cette légitimité catalane qu'a Xavi, tu vois. Ouais. Xavi, clairement, c'est Guardiola limite à l'époque aussi. et oui, ou que Guardiola a, c'est limite des militants catalans. Donc, enfin, tu vois, quand ils prennent une décision, il n'y a personne qui se demande s'ils vont contre la cause ou pour la cause, parce que très clairement, Oui, ça. le Barça, c'est une Ouais. cause. C'est pas un club de foot. Donc oui, c'est clair. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, Kevin. C'est sûr que Xavi était le seul qui pouvait faire ça, quoi. Avec Puyol, mais On peut encore. continuer. Hein. Oui. Je crois qu'il a passé diplôme, Puyol. Non, et puis Puyol, ouais, j'adorais Puyol, franchement. C'était Bah un oui, mec bien, ouais. Puyol. C'est vrai. Il y a eu un derby à Séville entre le FC Absolument. Séville et le Betis Très beau Séville, derby. remporté par le FC Séville. Ce FC Séville qui est toujours second au classement et qui a dominé largement, entre guillemets, ce derby. Quand même. Betis. Ouais, le Betis. Ouais. Comment dirais-je, les niveaux sont respectés. Très clairement, le FC Séville est au-dessus du Betis. Le derby de Séville est le plus beau d'Espagne. Hein. Enfin, Dixit les Espagnols, hein, d'accord. C'est le plus chaud, c'est celui qui est le plus coloré, c'est celui qui a le plus de couleurs. D'ailleurs, un jour, c'était un hasard total parce que j'ai pas assisté au match, etc. Mais j'étais à Séville un soir de derby. Et effectivement, tu avais tous les bars où il y avait le bar, il était soit vert, soit rouge et blanc. Et ça se mélangeait pas du tout, du tout. Et tous les bars, il y avait une télé et tu avais soit que des verts, soit que des rouges et blancs. Donc c'était assez marrant à voir. J'étais pas du tout là pour le football, mais j'ai vécu ça un samedi soir. Donc voilà. Et c'est sympa le derby de Séville. Et puis le FC Séville est clairement au-dessus. Hein. Ils ont pas le même effectif. Hein. Franchement, c'est pas pareil. Hein. Est-ce qu'ils peuvent aller chercher le Real? Ils ont été meilleurs qu'en début de semaine. Ouais, c'est clair. Ouais, t'as raison. Ouais, t'as fait raison. Et pour répondre à ta question, Ludo, moi je les vois pas aller chercher le Real. Non. Ouais, je pense pas. Je les voyais il y a quelques semaines. Là, on voit quand même une sacrée différence quand même entre. Après, le Real a galère face au Rayo. Ouais. Là, ils ont galéré face au Rayo de Lucas Zidane, qui est titulaire dans les cages, hein, au Rayo Vallecano. Et c'est vrai que le match, pendant 83 minutes 89 minutes 83. Ouais. Si vous aviez le moindre souci pour dormir à un moment donné, dans la journée, des insomnies, quelque chose, au lieu de prendre de la chimie, regardez du Real Madrid Rayo Vallecano, c'est mieux. Et excepté le 1-2 donc entre Benzema, 1-2-3 d'ailleurs entre Benzema et Vinicius, il se passe vraiment strictement rien dans ce match. Tout le monde est à 2 à l'heure. Alors est-ce qu'il se réserve pour la Ligue des Champions? Je sais pas. Est-ce qu'il se réserve? Est-ce que ça montre une certaine fébrilité pour le Real aussi? Je sais pas. En je sais pas voyant trop un match comme ça, je pense que le PSG est plutôt serein. Ouais. C'est différent. Je pense que les joueurs n'approchent pas de la même façon un match de championnat d'un match de Ligue des Champions. Alors bien sûr. Notamment les très très grands joueurs, pour eux, c'est vraiment la grande sortie. Je dirais pas que c'est comme le jour de ton mariage, mais en quelque sorte, en fait, lorsqu'on arrive sur les grosses échéances en Ligue des Champions, la motivation, l'implication n'est pas la même. Moi, je le vois avec le Paris Saint-Germain. Enfin, on le voit aussi avec le Bayern. On le voit avec qu'est-ce qui se passe? C'est le commentaire, je pense. Je viens de voir le commentaire de Joël qui dit c'est un derby de barbier. Ouais. Les barbiers de Séville. Excuse-moi, Kevin, je suis vraiment désolé. Je l'ai pas passé, hein. Pas de souci. Ouais, mais il est excellent. C'est exceptionnel. Mais
Mais pour terminer mon propos, au final, il n'y a qu'en première ligue où, quelque part, l'écart de motivation entre le championnat et la Ligue des Champions n'est pas si important que ça parce qu'en première ligue, ça se bagarre tous les week-ends. Ouais. C'est clair. C'est clair. Je suis d'accord. Et après, c'est encore dans longtemps le retour de Ligue des Champions. Et il y a un truc qu'il ne faut pas perdre de vue. Comment ça, C'est la semaine prochaine. C'est la semaine C'est prochaine. le 8. Ouais, Oui, c'est la semaine prochaine. Ah oui. Et je veux dire, c'est pas demain. Et il leur restait encore 10 jours avant le match, quand même. Donc voilà. Ouais. Mais et il y a un truc qu'il faut pas perdre de vue non plus, c'est que le Real ne pourra pas faire un match pire que ce qu'il a fait à l'aller. Impossible. Alors, non, On peut c'est toujours pas faire vrai. pire. Hein. C'est pas vrai parce que c'est vrai qu'il y a Casemiro et Mendy qui sont pas là. Mais donc c'est vrai que ça peut se compliquer. Mais honnêtement, franchement, c'était quand même le niveau zéro du football, le match aller. De la part du Real, c'était le niveau zéro du foot. Regarde. Moi, je les regarde quand même souvent. Honnêtement, ils jouent mieux que ça que d'habitude. C'est pas génial, mais c'est quand même mieux que ça. C'est pas possible, tu vois. Au milieu de terrain, tu mets Valverde par exemple. C'est pas mal, Valverde. Ça peut le faire aussi. Et puis à gauche, tu mets le tenancier du barbecue là. Imagine, il peut faire un bon match, hein, parce que faut savoir que Marcelo, quand même, c'était quand même le meilleur joueur du monde de temps en temps. Enfin, très clairement, des fois pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines dans la saison, quand il était vraiment au sommet, tu te disais, en fait, c'est lui le meilleur. Il est au-dessus de Messi, il est au-dessus de Ronaldo. C'est le gars le plus fort du monde au football, quoi. Il fait des trucs, des fois, Marcelo, c'est ouf. Enfin, il faisait. Priorité au direct, l'Atalanta mène 2-0. 2-0. But de Coupe Miners. Excusez-moi pour la prononciation si celle-ci n'est pas bonne. Messieurs. C'est le rituel. Je pense qu'on a fait le tour de ce tour d'Europe, en tout cas des 5 grands championnats. Question ballon rond, bien entendu, parce que le tour d'Europe, l'actualité est bien plus complexe, n'est-ce pas, Mehdi? Pourquoi il se passe un truc? Mehdi, un petit mot peut-être sur l'actualité ou non, on va pas... Non, je pense que vous avez des chaînes info. Hein, si vous voulez, vous avez CNews et BFM TV, il faut surtout pas hésiter. Donc voilà, si vous voulez entendre... voilà. Non, allez, on va s'arrêter là, bien entendu. Merci à tous dans les commentaires de nous avoir suivis pour ce dernier jour du mois de février. On se retrouve, messieurs, la semaine prochaine pour débriefer la coupe, le week-end de championnat et faire l'avant-match de Ligue des Champions, des matchs retour, bien entendu. Merci Mehdi, merci Ludo, merci Kevin, merci à tous dans les commentaires de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver juste après l'émission sur YouTube en différé et sur toutes les plateformes de streaming audio. C'était la 93e. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Ciao les gars. Ciao. Ciao.